Et on va passer à la dernière présentation. Donc, c'est Marie, une patiente qui va nous présenter un peu son parcours. Et l'idée de cette présentation, c'était qu'on puisse discuter à partir de ce parcours comment essayer d'améliorer le parcours des patients avec ses propositions et avec vos propositions en fonction de votre parcours. Bonjour à tous. Je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé du coup pour moi. C'est assez spécifique. Euh, tout d'abord, ça a commencé par un ganglion cervical, mais je me sentais très très bien. J'avais 28 ans et j'avais juste un ganglion et une boule qui commençait un peu à me gêner dans le cou. Et c'est mon ostéopathe qui m'a dit qu'il faudrait peut-être à un moment donné commencer à regarder. Pour la petite astérix, je suis pharmacien, donc j'ai un aspect un peu santé. C'est pas forcément ce qui m'a aidé parce que du coup, ça m'a pas du tout inquiété, un ganglion. Donc, j'ai fait un bilan bio qui était complètement normal, qui m'a beaucoup rassurée. Et c'est un ami qui m'a dit, bon, on va quand même faire une écho, mais juste au cas où. Donc, je me dis, bon, le bilan bio est nickel, je peux partir en vacances et je ferai mon écho en revenant. Et c'est quand j'ai fait l'échographie, qui a duré quand même, je pense, 45 minutes, que je me suis dit qu'il devait y avoir un problème. Surtout quand la personne elle a répété pas mal de passages sur la thyroïde. Elle m'a posé plein de questions sur la thyroïde, si je connaissais, si j'avais des antécédents, tout ça. Donc j'ai beau être pharmacien, mais alors la thyroïde, pour le coup, j'avais jamais trop exploré ce point-là. Et j'ai dû revenir le lendemain à 8 heures pour une ponction. Et c'est là où tout a commencé, du coup. Donc j'ai commencé à devoir attendre des résultats. Donc j'ai attendu pendant 3 semaines à peu près pour les avoir. Je les ai reçus, mais c'est-à-dire qu'on m'a dit qu'il y avait des résultats qui étaient disponibles, mais je ne savais pas c'était quoi à l'intérieur. Et il a fallu du coup que j'attende que le radiologue me contacte. Mais je pense que comme pour beaucoup des patients, des fois pour avoir accès aux résultats, il faut que le sol professionnel soit disponible. Moi, c'était tombé pendant le mois d'août, donc il était parti en vacances. Donc j'ai dû attendre, ce qui était un petit peu long, pour au final les avoir grâce à mon médecin traitant, prescripteur du coup, qui a réussi à contacter le labo pour finalement savoir ce qu'il en était et qui m'a malheureusement du coup annoncé la mauvaise nouvelle que l'analyse n'était pas très bonne et en général du coup ça donne un score comme les médecins vous ont expliqué avec un pourcentage de malignité et du coup moi j'étais à 5 sur 5. Donc c'est un score tirade, peut-être que ça vous dit quelque chose. Du coup bon là c'était un petit peu le coup de massue, on était en septembre. C'est c'est pour ça que avant du coup les points positifs, avant de découvrir tout ça, c'est que j'avais une vie complètement normale, sans symptômes, des signes banals, j'avais pas encore de signes négatifs. Donc du coup en septembre, il y a le diagnostic du coup qui tombe. On me dit que j'ai un cancer thyroïdien papillaire. Donc là, assez vite, j'ai eu de la chance dans mes connaissances. euh, J'ai un ami qui travaille à l'hôpital et qui a demandé à sa collègue endocrinologue s'il pouvait me recevoir rapidement pour discuter justement de ce qui se passait et de la suite parce que je ne savais pas du tout dans quoi je mettais les pieds. Et par principe, ça me faisait tellement peur que je voulais regarder nulle part. Je préfère attendre d'avoir le rendez-vous et d'avoir vraiment et de me concentrer sur la parole d'une seule personne. Enfin, moi, c'était quelque chose qui m'avait rassurée. Je sais qu'il y a des personnes qui préfèrent à la rigueur vraiment se documenter, mais moi, j'avais besoin justement de fermer les yeux et d'écouter qu'une seule personne. Donc, c'est ce qui s'est passé du coup en septembre. J'ai eu assez rapidement le rendez-vous 2 semaines après. Et j'ai été accompagnée avec ma maman qui est présente ce soir. Et du coup, elle m'a expliqué les résultats, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, c'est quoi les pronostics, etc. Donc, elle m'a été très rassurante. Donc, bon, forcément, c'était un coup de massue parce que je ne voyais pas comment ça se fait que ça pouvait tomber sur moi. Je ne fume pas, je ne bois pas, j'étais jeune. Enfin, je suis toujours jeune, mais j'avais une vie plutôt saine.
Donc, je comprenais vraiment pas pourquoi moi, mais je pense que quand ça tombe, il y a tout le monde qui se pose cette question, hein. Et donc, le point positif justement dans cette épreuve, c'est que malgré le fait que l'accès au résultat était un petit peu compliqué, la suite a été quand même assez rapide en termes de prise en charge. Et j'ai eu surtout ben, les bons contacts et surtout une professionnelle qui m'a annoncé les choses très clairement et très doucement, sans me faire peur, et qui a accepté mes questions que moi je pense bêtes. Typiquement, est-ce que je vais devoir prendre un traitement toute ma vie comme mon papy? Et bah, elle m'a dit, c'est ça votre seule question? Et c'était la première chose qui m'est venue parce que c'était la chose qui pour moi était le plus embêtant à mon âge, c'est-à-dire bah, devoir prendre un truc tous les matins. Je l'avais jamais fait auparavant, donc ça me semblait une montagne. Ce qui est maintenant un peu ridicule, mais sur le coup, c'est la première action que j'ai eue. Bah, sinon, sur le cancer. Et du coup, c'est là où j'ai commencé à me demander bah, c'est quoi les pronostics, etc. Et elle m'a déjà tout de suite rassurée en me disant que les cancers thyroïdiens sont quand même de très bons pronostics et que je faisais partie du coup de ce lot-là et que j'allais être pris en charge et que tout allait bien se passer. Donc, suite du coup à septembre, j'ai très vite, on m'a indiqué qu'il fallait que je me fasse opérer. Donc, moi, j'ai eu une thyroïdectomie qui normalement devait être totale et qui a finalement été subtotale. Euh, donc, d'ailleurs, c'est le docteur Marcignac qui m'a opérée juste là, qui m'a expliqué justement ben, la chirurgie, ce que c'était, les effets indésirables, tout ça. Donc, j'avais tout bien pris en compte. Et c'était parti de toute façon, je me laissais guider et je savais qu'il fallait faire ces étapes-là. Et je savais aussi que c'était seulement après la chirurgie qu'on allait tout analyser et savoir un peu concrètement ce que c'était quoi. Donc c'est parti pour novembre. Et je connais encore la date, l'heure, etc. Mais je pense que c'est à peu près pareil pour tout le monde. Enfin, les personnes qui sont concernées par ça. Euh, je suis arrivée assez détendue le matin. Bon, au fur et à mesure où l'heure rapprochait, j'étais moins détendue. Et donc, du coup, l'opération s'est passée. Mais quand je me suis réveillée, il était beaucoup plus tard que ce que j'avais imaginé. C'est parce que l'opération a duré beaucoup plus longtemps, car il y a eu plus de complications dans le sens où c'était pas si simple que ça de m'enlever ma petite thyroïde, quoi. Donc, du coup, effectivement, ils ont dû prendre une décision en fait lors de la chirurgie parce qu'ils se sont rendus compte que ça touchait un peu trop le nerf récurrent et que du coup, pouvait y avoir des lésions assez importantes sur ma voix. Et c'est vrai que j'avais dit au préalable, que la première chose et qui me faisait plus peur dans l'opération, c'était de perdre ma voix. Et du coup, bah, la chirurgienne s'en est souvenue et avait pris en compte ce point-là lors de l'avancement de la chirurgie. Ce qui fait que la décision qui a été prise, c'était de laisser un reliquat tumoral sur la proche du nerf pour pas trop l'embêter et éviter le maximum de lésions. Mais du coup, ça voulait dire en laisser une petite partie. Quand je me suis réveillée, forcément, j'étais pas forcément dans un très bon état. Ça a duré très longtemps, du coup, l'anesthésie. Je l'ai très mal gérée, mais ça, je pense que c'est personne dépendant. Et surtout, je pense que quand je me suis réveillée, du coup, j'étais pas très lucide. Enfin, j'étais en train de gérer tout ce qui se passait dans mon corps en termes de chamboulement. Donc, c'était autant de la fatigue, de la douleur, que aussi ben, les premiers signes un peu hormonaux. Et typiquement, dans les effets indésirables qui étaient indiqués, c'était tout ce qui était en fait lié au calcium. Et donc, moi, j'ai eu ces effets indésirables-là qui concernent 20% des personnes. Ça s'est vite réglé avec un traitement. Donc, j'ai pris du calcium tous les jours. Mais c'est vrai que tout cumulé, mentalement, j'étais pas prête à ce qu'on me dise qu'au final, la chirurgie que j'avais faite, ça n'avait pas tout balayé. Donc, ça a été un petit peu compliqué pour moi d'entendre ça. Donc, c'était plus, on va dire, la personne qui m'attendait dans ma chambre, c'est-à-dire ma maman, qui a reçu les informations et qui les a restituées plus tard quand j'étais un petit peu plus lucide et où ça allait mieux.
Donc, le point positif dans tout ça, c'est que j'ai quand même eu une équipe médicale qui était très à l'écoute pendant l'hospitalisation. Le point où j'ai trouvé ça un petit peu négatif pour moi, c'était justement pas forcément le moment approprié pour moi de comprendre ce qui s'était passé à ce moment-là. Parce que mes deux parts, mon réveil qui a été un petit peu traumatisant, mais qui était personnel, parce que comme j'ai pas trop bien géré l'anesthésie, j'avais du mal en fait à bien me réveiller de manière sereine. Et j'ai décidé de lutter pour rester éveillée. Et quand on a été endormi très longtemps, ben, on sait très bien qu'on ne se réveille pas d'un coup. Et ça a été un peu dur pour moi de ne pas comprendre que mon corps mettait un peu de temps à se réveiller. Et du coup, j'étais un petit peu angoissée, le temps de retrouver un peu toutes mes facultés. Et donc ça, c'était la chirurgie. Ensuite, je suis rentrée chez moi. J'ai eu du coup un traitement, ben, le Levothyrox. J'ai aussi eu le traitement par calcium. Tout s'est résolu du côté du calcium. Et du coup, j'ai commencé à appréhender mon corps avec des hormones synthétiques et les hauts, les bas et surtout ben, le fait de ne pas savoir ce qui allait se passer ensuite. Donc assez vite, on m'a indiqué qu'il fallait que je fasse du coup un passage en médecine nucléaire avec de l'iode radioactif. Et pour ce passage-là, il fallait que je sois privée d'hormones thyroïdiennes. Du coup, ça a généré une hypothyroïdie. Et pour ceux qui connaissent les symptômes, c'est pas cool, surtout pendant Noël. Donc, je pouvais même pas manger de fruits de mer, alors c'était vraiment pas cool, quoi. Du coup, je suis rentrée en janvier, j'ai fait l'irathérapie avec Sorage, du coup. Là, pareil, ben, comme on est tout seul parce qu'on doit être isolé, on est radioactif, c'est vrai qu'il y a ce côté un peu où on n'a pas trop de contact humain alors que c'est un moment où on a envie peut-être d'être prise dans les bras, d'être réconforté. Mais du coup, l'équipe de médecine nucléaire est quand même très, très à l'écoute sur ça. Enfin, ils sont très gentils. Et ils passent assez souvent. Enfin, moi, en tout cas, je l'ai pas mal vécu, le fait d'être isolée. Le moment où je l'ai un peu plus mal vécu, c'est quand justement il y a des annonces de résultats et que bah, de facto, on est tout seul. Ou alors, après, on doit appeler quelqu'un, mais on ne peut pas interagir directement en fait, avec quelqu'un ou juste demander un câlin à sa famille, en fait, parce qu'il faut attendre déjà le temps de sortir et ensuite les recommandations de si oui ou non on peut s'approcher des personnes, combien de temps, tout ça. Donc il y a du positif et du négatif, mais bon, je retiens quand même le positif. Donc ça, on est du coup à janvier 2023. Et il s'est trouvé qu'en fait, à ce moment-là, quand je suis sortie, j'ai commencé à perdre ma voix. Euh, C'est-à-dire que ma voix était très soufflée, j'étais très fatiguée. J'avais l'impression d'être vite essoufflée. Donc ça commençait à être un petit peu inquiétant pour moi, surtout que moi, ma voix, c'était vraiment quelque chose qui me faisait très peur à perdre. Et au fur et à mesure des semaines, du coup, c'était un peu de pire en pire. Et j'ai dû, du coup, prendre rendez-vous chez un ORL pour savoir ce qui se passait parce que c'était pas possible pour moi de pas faire quelque chose. Donc j'ai pris rendez-vous avec un ORL de l'hôpital qui m'a fait une petite nasofibroscopie, donc c'est un petit spaghetti qui passe dans le nez, pour regarder ben, ce qui se passait au niveau des cordes vocales. Et là, il s'est rendu compte que j'avais un granulome sur les cordes vocales qui m'empêchait du coup de bien parler. C'est juste un petit bout de chair en fait qui s'est mis au niveau des cordes vocales et sûrement dû justement à l'intubation prolongée de la chirurgie. Et ce qui est, enfin, c'est une probabilité, on ne sait jamais exactement, mais c'est ce qui semblait le plus cohérent. Et du coup, il a fallu m'opérer la semaine d'après pour me l'enlever parce que ça me gênait fortement et je n'arrivais plus à parler, quoi. Donc, et à côté de ça, une fois qu'il y a eu cette ablation-là, j'ai fait de l'orthophonie aussi parce que du coup, j'étais très fatiguée au niveau des cordes vocales. Donc, j'ai appris à parler, à pas crier. On apprend beaucoup de choses au final hein, parce que même savoir respirer, qui est très important au final pour porter sa voix. J'ai pas récupéré à 100% dans le sens où il y a des moments où ma voix le soir elle va être complètement fatiguée si j'ai trop parlé.
Mais en général, si j'arrive à bien faire mes exercices de respiration le matin ou dans une paille, bah, j'arrive à récupérer quand même une tonalité qui me permet au moins de converser avec les gens. C'est juste que j'ai du mal à la porter un peu plus loin, alors qu'avant, ben, je parlais très fort. Donc là, le point positif, c'est du coup l'équipe médicale qui était disponible et qui m'a entourée. Euh, mais bon, du coup, le côté négatif, c'est que quand j'ai eu ces symptômes-là, en fait, j'ai pas forcément, il n'y a pas forcément eu de lien direct entre ma chirurgie et le fait que ça puisse arriver. Et du coup, c'est un peu moi qui me suis débrouillée pour prendre un rendez-vous et voir ce qui se passait, quoi. Donc, il y a eu quand même un peu de fatigue et quand même pas mal d'attente. Mais au final, ça s'est résolu. Donc, on en est toujours avec j'ai eu ma chirurgie, je suis traitée, j'ai moins de problèmes de voix, mais il me reste toujours un petit bout de tumeur quelque part dans le cou. Donc, à ce moment-là, on me repropose en fait, on me dit bon, bah voilà ce qu'il en est. Il reste du coup un bout dans le cou. Soit on fait encore une opération, soit on fait de la radiothérapie. Donc, c'était les possibilités qu'on m'avait avancées à ce moment-là. Et moi, la question que j'aurais posée, c'est bah, dans les deux cas, c'est quoi l'impact sur le nerf? Parce que moi, je veux garder ma voix. Et dans les deux cas, il y avait un risque. Et je voulais pas prendre ce risque. Donc, je leur ai demandé de chercher un peu plus. Et c'est ce qui s'est passé. Du coup, ils ont cherché et j'ai été contactée en avril pour la proposition d'un protocole expérimental. Euh, et petit astérix, du coup, c'était un cancer réfractaire. Parce que j'ai fait l'irathérapie et ils se sont rendus compte que ça fixait pas et c'est comme ça qu'on s'est rendu compte que ben, ça allait rester si on faisait pas autre chose ensuite. J'ai peut-être été un peu vite. Et c'est pour ça du coup qu'on m'a proposé un protocole expérimental. Donc moi, ma mutation c'est RET, mais j'ai un cancer papillaire. Donc du coup, il n'y a pas de traitement sur le marché pour ça. Et c'est pour ça qu'on m'a proposé le protocole expérimental avec le selpercatinib. Et le but, c'était ben, de redifférencier ma tumeur, c'est-à-dire de la re-rendre sensible à l'iode pour ensuite tout enlever. Donc, c'est ce qui a été mis en place. Donc, là, il a fallu commencer à organiser un petit peu la chose, à récupérer le médicament. Enfin, ça a été très compliqué pour l'équipe médicale, mais ils ont réussi. Et on a commencé du coup le protocole en septembre 2023. Oui. Et ça durait 2 mois. Et à la fin, on faisait encore une médecine nucléaire avec de l'irathérapie. Et on allait regarder en fait si ça avait fonctionné ou pas. Sur le papier, c'était bien. 2 semaines après, j'ai fait un effet indésirable, un rash cutané. Parce que j'ai fait de la phototoxicité. Je me suis juste promenée en vélo en fait. Et avec le soleil de Dunkerque qui est super fort, bah, j'ai fait une phototoxicité et en fait, ben, j'étais un peu brûlée sur le corps, quoi. Et ça a engendré ensuite un rash. Donc en gros, j'étais toute rouge. Euh, il a fallu du coup que j'arrête le traitement en attendant de voir ce qui se passait, de voir si c'était réversible ou pas avec des corticoïdes. Et une fois que tout s'est un petit peu calmé, on a réinstauré, mais en baissant les doses et en allongeant le traitement. Au final, j'ai quand même fait la médecine nucléaire comme c'était prévu fin octobre. Et là, on a eu la super surprise que on voyait du coup ça fixait bien à l'endroit qu'il fallait. Donc c'est que si ça fixait, c'est que ça allait traiter. Mais le négatif, parce qu'il y a eu encore l'ascenseur émotionnel, c'est que ça fixait aussi à des endroits où ils n'avaient pas vu avant. Et là, du coup, j'ai fait OK. Donc c'est pas, ça faisait pas un point noir comme ça faisait au niveau de la thyroïde, mais ça faisait comme une sorte de voile sur mes poumons. Donc je savais pas trop comment prendre l'information parce que j'étais hyper contente que ça fixe. Et d'un côté, je savais pas si je voulais savoir que ça fixait ailleurs.
Mais comme m'a répondu le docteur Lyon, il m'a dit, écoute, si ça a fixé, c'est que ça va partir. J'ai fait oui, on va partir sur ce principe-là. Mais du coup, j'étais un petit peu entre deux eaux. Et encore une fois, bah, c'est une annonce qui est annoncée dans un... Je suis dans ma chambre, il n'y a personne qui peut me toucher. J'ai quatre personnes devant moi parce que j'étais un petit peu le patient test que les gens voulaient voir bah, qu'est-ce qui se passait, est-ce que l'essai avait fonctionné ou pas. Je ne l'ai pas pris négativement, hein. Moi, j'étais d'accord avec eux. Et c'est vrai que sur le coup, du coup, j'étais toute seule à récupérer l'information et à pas savoir comment gérer. Donc mentalement, ça a été un petit peu compliqué. Et encore une fois, bah, je suis sortie de là et je savais pas trop comment je devais me sentir, quoi. Si ça avait fonctionné ou pas, on savait pas trop. Donc, ce qu'on m'a dit, c'est on va attendre, il faut être patient. Et on va attendre de faire un scanner après à 6 mois et de doser la thyroglobuline, etc. Et à ce moment-là, on pourra enfin voir et donner une orientation. Et donc, du coup, ben, c'est ce qui s'est passé. Donc, j'ai fait le scanner en avril. Et c'est là où, du coup, en faisant le scanner, on ne voyait plus rien. Donc, c'est que ça avait fonctionné. Mais on m'a trouvé quelque chose autre part. Et je me dis, mais ça va jamais finir. Un petit nodule au niveau du hépatique, mais très rapidement, on m'a demandé de faire un IRM et ils l'ont écarté parce qu'ils ont considéré que c'était pas en lien avec mon cancer. Il y a eu beaucoup de hauts et de bas, comme vous pouvez voir, mais au final, maintenant, je suis en rémission depuis 2 ans. Voilà, 2 ans. Mais il y a eu quelques petits hauts et bas, mais globalement, ça s'est bien passé. Donc, ce que je garde quand même en positif sur enfin, sur ces 2 ans, c'est vraiment l'équipe médicale et la relation que j'ai eue avec eux. Même s'il y a eu des annonces un petit peu compliquées à gérer pour moi, j'ai bien vu que ils ont suivi ce que je voulais depuis le début, c'est-à-dire préserver ma voix. Alors que le plus simple pour eux, c'était clairement ben, d'enlever, hein, d'aller à la chirurgie et de tout enlever. Et moi, c'est pas ce que je voulais. Donc du coup, ça a bien été suivi. À chaque fois que j'ai eu des résultats, c'était très clair, donc j'ai compris un peu où j'allais. Et tout au long du coup des 2 ans, au départ, je voulais pas trop savoir ce qu'il en était, je regardais pas trop sur les forums, etc. Mais j'ai fini par en parler avec des amis qui m'ont conseillé typiquement d'aller voir sur le forum Vivre sans thyroïde. Ou alors, j'ai un ami qui développe une application et qui a un site web justement ThyroPartner qui permet d'expliquer justement les cancers thyroïdiens, qu'est-ce que c'est, comment vivre avec ou comment gérer les effets indésirables, etc. Et du coup, maintenant, bah, il y a le après, c'est-à-dire vivre avec un traitement tous les jours et des fluctuations hormonales qu'on connaît, soit hypothyroïdie, hyperthyroïdie. Euh, C'était ça qui a été le plus compliqué pour moi aussi à gérer parce qu'il fallait que je sois en dessous d'un certain objectif de TSH, ce qui du coup provoquait, enfin, j'avais beaucoup d'hormones thyroïdiennes dans le corps et des fois c'était un peu compliqué à gérer en termes de symptômes. Donc c'est pour ça que j'ai indiqué les symptômes persistants à ignorer parce qu'en fait ben, il fallait respecter cette recommandation-là, mais moi j'avais vraiment du mal à l'accepter. Donc voilà, c'est tout. Et donc la conclusion du coup, Mais déjà, un grand merci parce que c'est un exercice. C'est pas simple du tout de faire, de retracer son parcours, de l'exprimer devant euh, d'autres, hein. C'est vraiment complexe et bravo. On a essayé un peu de travailler avec Marie sur la synthèse finalement de ce qu'elle a pu exprimer pour essayer de voir un peu quelles étaient les difficultés et puis après d'essayer de réfléchir ensemble à comment on peut essayer de les améliorer. Ce qu'on a pu entendre, c'est qu'il y a évidemment quand on dépiste un problème, il y a le temps d'accès à l'examen, il y a le temps ensuite d'avoir les résultats, il faut avoir les résultats, il faut avoir l'annonce avec le médecin. Il y a toujours un délai qui est inhérent à la prise en charge médicale. C'est pas simple.
Il y a des choses maintenant qui se développent pour avoir accès plus rapidement au traitement, aux résultats. Mais voilà, il faut toujours avoir ces explications justement pour bien comprendre aussi. Certes, il y a les résultats, mais on a vu que les décisions, c'était des décisions qui pouvaient être partagées et qui nécessitent des discussions, une bonne compréhension de l'ensemble de la prise en charge et il y a une acceptation aussi du patient. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point qui a été mal vécu, c'était un peu ce réveil qui était traumatisant. On pourra en discuter avec le docteur Marcignac aussi sur ce point de vue-là de l'accompagnement. Est-ce que il y a possibilité de mettre en place, avant l'intervention chirurgicale, finalement, des temps d'éducation pour expliquer le parcours, qu'est-ce que va être la chirurgie, qu'est-ce que va être l'anesthésie, comment ça va se passer au réveil, qui aurait peut-être pu permettre en fait, d'améliorer un peu ce vécu difficile du réveil. Il y a toujours le troisième point qu'on a pu relever, c'est l'annonce. L'annonce de la maladie, c'est jamais simple pour les soignants. C'est encore évidemment plus difficile à accepter et à entendre pour les patients. Il y a des choses qui, donc, juste pour vous illustrer un peu l'évolution aussi de la formation des médecins, maintenant, il y a parmi les médecins, en deuxième année, il y a un cours dédié à la communication. Donc, en fait, c'est des choses qui vont progresser aussi, même si je ne généralise pas sur les anciennes et les nouvelles générations, mais en tout cas, c'est quelque chose qui rentre en compte de manière importante dans la formation des futurs médecins. Et donc, ça se développe et c'est quelque chose qui est entendu, en tout cas, dans la formation des médecins. Il y a aussi des choses qui se développent dans l'intelligence artificielle pour écouter aussi des fois ce que dit le médecin, essayer de reformuler. Alors ça peut être aussi très dangereux parce que l'IA n'est pas absolument pas parfaite pour reformuler les choses et bien comprendre les tenants et les aboutissants. Et comme le discutait le docteur Hadou, la balance bénéfice-risque, ça doit être clairement expliqué et compris à la fin de la consultation. Et ça, c'est pas toujours simple et c'est pas forcément une intelligence artificielle, mais c'est des propositions qui pourront émerger dans le futur. Et les quatrième et les cinquièmes points, finalement, c'est la nécessité de bien écouter son patient. C'est pas toujours simple parce que on a en effet des recommandations, des objectifs de prise en charge, mais qui sont essentiels pour arriver vers la décision médicale partagée dont on a pu discuter préalablement. Euh, Finalement, une des conclusions aussi, on a eu une présentation là aujourd'hui du docteur Chounier qui met en place euh, des outils et des formations d'éducation thérapeutique au cancer thyroïdien dans son hôpital. Je ne sais pas si à Lille, ça pourrait être quelque chose qui se mette en place, notamment aussi sur la gestion des symptômes à l'issue de la prise en charge. Il y avait une petite réglette qui a été un peu mise en évidence pour essayer de voir quand est-ce que c'est bon dans les objectifs ou pas, pour essayer de comprendre aussi l'adaptation de la TSH, mais on ne va pas répondre à la question là de votre plainte des symptômes qui ne sont pas pris en compte et qui ne sont pas en adéquation avec finalement l'objectif médical et le ressenti du patient. Euh, voilà, je pense qu'il y a un petit peu des travaux à faire et on voulait un peu avoir votre avis aussi sur ce sujet-là, de comment travailler, certes, à Lille, mais aussi éventuellement avec l'association de patients. Il y a déjà beaucoup de choses qui ont été mises en place sur le site de Vivre sans thyroïde, sur le site aussi TUTIREF, où il y a un groupe de réflexion national sur ce sujet-là pour intégrer les patients, mais ce serait bien aussi d'avoir éventuellement des patients experts, on en a un peu parlé, pour faire éventuellement ces vidéos et discuter de tout ça. Je ne sais pas si vous avez des commentaires ou des questions sur cette présentation, sur tout ce dont on vient de discuter. On se retrouve entièrement dans cette présentation. Super.